Olivier Dard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Homme Nouveau. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie consacrée au maître de l'Action française Charles Maurras. Vous avez aussi dirigé un grand nombre de colloques et de journées d'études liées, vous allez me corriger si je me trompe, à l'étude des droites. On peut, aussi bien en France d'ailleurs que des droites au plan international, et de ce fait vous avez aussi dirigé un certain nombre d'ouvrages collectifs sur ces sujets. Et vous avez publié cette année un ouvrage sur un sujet tout à fait intéressant, mais peu connu des Français, je crois, même si justement vous évoquez les liens avec la France, un ouvrage consacré à António Salazar, le président du Portugal, enfin en tous les cas le chef de l'État du Portugal pendant de très longues années. Et c'est à cette occasion que j'ai le plaisir de vous recevoir et d'entretenir avec vous. Et la première question évidemment que je voulais vous poser, c'est, puisqu'on l'a oublié aujourd'hui en France, au moins dans les jeunes générations, qui est ce fameux Salazar sur lequel vous vous êtes penché et sur lequel vous avez voulu voir quel lien il entretenait avec la France et quel lien la France entretenait avec lui. Alors, écoutez, avant de répondre directement à votre question, je voudrais simplement préciser pour nos téléspectateurs que je ne suis pas tout seul à avoir écrit ce livre. Vous avez raison. Voilà, nous sommes deux. Voilà, et ce livre d'ailleurs, il n'aurait pas été fait si nous ne l'avions pas fait, ma collègue et amie Anna-Isabelle Sardigna des Vignes et moi, parce que nous avons en quelque sorte un petit peu mêlé des compétences. Elle évidemment est une lusophone accomplie et très bonne connaisseuse de toute la culture politique portugaise, des droites, de l'intégralisme lusitanien, je vais y revenir dans un instant, et comme vous l'avez rappelé, moi je m'intéresse aussi beaucoup à toute cette histoire des droites françaises, mais bien sûr de ses liens avec l'étranger. Alors pourquoi Salazar ? Pourquoi Salazar, ce dirigeant portugais qui est resté à la tête du gouvernement portugais pendant pratiquement 40 ans? Pourquoi Salazar? Parce que il m'était apparu, il y a un certain nombre d'années, que lorsque on essayait de réfléchir un petit peu sur ce qu'avaient pu être les modèles d'un certain nombre de droites nationalistes françaises, et notamment de l'Action française, il y avait eu des réflexions sur la question du fascisme italien. Bon, la question du national-socialisme allemand est évidemment tout à fait différente, vu la germanophobie bien sûr de Maurras. On avait pu également discuter un petit peu de l'Espagne de Franco, mais à travers les sources, ce qui m'était apparu, je dirais comme hypothèse de travail, en particulier quand je parle des sources, je veux dire de la presse, de l'entre-deux-guerres ou de récits de souvenirs d'un certain nombre de contemporains, notamment Henri Massy, dont on aura, je pense, l'occasion de reparler, c'est que Salazar jouait un rôle tout particulier. Et qu'au fond, s'il y avait sans doute un dirigeant et un régime qui avait marqué l'histoire de ces droites nationalistes envisagées sous l'angle, en quelque sorte, à la fois conservateur, traditionnaliste, c'était beaucoup plus la figure de Salazar que de bien d'autres. Alors, ce personnage, effectivement, il a occupé les fonctions donc, de Premier ministre, de chef de gouvernement portugais pendant 40 ans, et il a eu un certain nombre de disciples français, et c'est à ces disciples que nous nous sommes intéressés et auxquels nous avons consacré ce livre, parce que nous pensons qu'il y a eu un salazarisme français. Oui, c'est déjà un concept assez surprenant, mais avant de plonger justement dans ce concept, est-ce que vous pourriez nous rappeler ou nous dire en quelques mots ce qui constitue la pensée politique de Salazar, ce qui marque les grands principes, les grands fondamentaux, comme on dit maintenant, de l'État nouveau dont il était le concepteur? Tout à fait. Alors, Salazar, il faut d'abord partir de l'idée de ce qu'il n'est pas. Non, mais je veux dire par là qu'on a pu associer, alors pas d'ailleurs durant les années 30, mais dans les années 60, on a pu, et après la guerre et dans les années 60 parfois, associer le personnage de Salazar au fascisme, etc. Bon, en réalité, on est face à un personnage très différent.
de ce qu'ont pu être des dirigeants comme Mussolini, Hitler et même Franco. Salazar, qui est-ce? C'est un personnage qui va se construire à partir d'une enfance modeste, mais marquée par un catholicisme fort, et qui va se construire dans le cadre d'un séminaire, Viseu. Donc il est originaire du nord du Portugal, de la région de Braga, disons pour faire simple, et ce personnage, après des études secondaires donc marquées par ce passage au séminaire, va étudier à Coimbra, qui est la grande université portugaise, une des plus vieilles universités d'Europe, et Salazar va au départ devenir un universitaire. Salazar, c'est un professeur, on l'appelait le docteur Salazar, c'est le professeur Salazar, spécialiste de questions économiques, spécialiste de finances publiques. Ça, c'est un premier élément très important, parce que ça nous donne une première touche du personnage qui renvoie au fond à son rôle d'expert. D'expert en questions économiques et budgétaires, financières, et c'est d'ailleurs là-dessus, je vais y revenir dans un instant, que Salazar a construit sa légitimité. Deuxième élément, sur le plan politique, quel est le parcours de Salazar? Là encore, il faut partir de l'idée de ce que Salazar n'est pas. On a souvent associé Salazar à ce qu'on a appelé l'intégralisme lusitanien, dominé en particulier par la figure d'Antonio Sardinia, un intégralisme lusitanien dont les liens avec l'action française de Charles Maurras ont été établis. Ces liens avaient d'ailleurs commencé avant la Première Guerre mondiale, lorsque avait été proclamée au Portugal en 1910 la République. Un certain nombre de catholiques portugais étaient partis en particulier en Belgique, notamment ces intégralistes, et c'est là qu'ils avaient découvert la figure de Charles Maurras. Alors, Salazar a bien entendu lu les intégralistes, il connaît très bien la pensée maurassienne, mais son parcours est plutôt celui de quelqu'un qui passe par l'action catholique, le monde catholique, je dirais, stricto sensu, et on ne lui connaît pas, si vous voulez, avant son avènement politique, d'engagement politique très précis, sauf cet ancrage catholique. N'a-t-il pas été lié à la démocratie chrétienne? Oui, effectivement, alors, faut s'entendre effectivement sur ce que peut être effectivement oui, justement, démocratie chrétienne la démocratie chrétienne française. Mais effectivement, absolument, mais vous avez tout à fait raison, mais j'allais dire, les clivages au Portugal sont un peu différents, et il est effectivement lié au courant dominant du catholicisme portugais au début des années 1920. C'est un professeur engagé, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est d'abord lorsqu'il va faire son entrée en politique, comme ministre des questions économiques, c'est d'abord un expert. Et c'est comme cela qu'il est appelé aux affaires. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le Raymond Barre portugais, référence un peu vieille, même pour la France. Oui, mais il y a effectivement de cette idée, à savoir que quand le coup d'État de Gomes se met en place, qu'il va falloir trouver un ministre de l'économie, on va faire appel à Salazar, qui va venir, considérer au bout de quelques jours qu'il n'a pas les pouvoirs qu'il attend, très surprenant, repartir. Non, alors là, oui, c'est peut-être la propagande, ça. Oui. Non, c'est pas uniquement la propagande, c'est aussi la construction déjà de sa part d'une figure qui est celle d'un Cincinnatus. Alors après, la propagande, évidemment, a joué sur cette figure de Cincinnatus, mais Salazar est au fond un homme qui a un certain nombre de principes, entend les voir mis en application, et en particulier qui a un certain nombre de principes intangibles en matière économique, notamment pour tout ce qui concerne le souci d'un rigorisme budgétaire fort, d'une défense de la monnaie portugaise, d'un développement portugais dominé par une vision tout de même protectionniste, avec le refus de voir une économie portugaise qui serait au fond trop ouverte sur une concurrence qu'elle n'arriverait pas à maîtriser, etc. Il faut dire que quand le Salazar arrive dans les sphères du pouvoir, le Portugal sort d'une période qui a été quand même une période très compliquée. Avant 1910, la monarchie fonctionnait très mal.
Un monarque avait même été assassiné. La République arrive aux affaires en 1910. Ça ne se passe pas brillamment. Il y a ensuite une dictature, c'est Nonio Pais. Là aussi, ça se termine dans la violence. Et le souci de Salazar va être, une fois qu'il est ministre de l'économie, et puis ensuite il va, en quelques années, prendre les rênes du gouvernement et ne plus les lâcher, son souci va être de maintenir le Portugal dans l'ordre. Alors, un ordre, évidemment, qui est le sien, dominé par ses principes catholiques, mais qui n'exclut pas, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, chez Salazar, un certain nombre d'accommodements. Un ordre qu'il définit comme un ordre corporatiste. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, chez Salazar, le souci de construire un État autoritaire, incontestablement. Un État autoritaire, c'est-à-dire qui, effectivement, ne souhaite en aucun cas voir le Portugal revenir à une instabilité gouvernementale et à un parlementarisme qui lui déplaît, même s'il y a des élections au Portugal. Donc effectivement, de ce point de vue, le régime salazariste est une dictature, mais ce n'est pas non plus n'importe quelle dictature, parce que le dictateur, en l'occurrence, Salazar, entend, et c'est ce qui est très intéressant dans le contexte propre des années 30, si vous voulez, entend occuper à la fois tout l'espace, ou l'essentiel de l'espace politique et gouvernemental, et il s'avère qu'il est incontestablement la figure la plus importante de son temps, ça c'est certain, mais sans non plus se parer, j'allais dire, de tout l'apparat des dictateurs de l'époque. Pas de mythologie ouverte. Alors, pas de mythologie ouverte, mais on va voir que on va en parler, toute sa propagande en construit une. Mais pas de mythologie en quelque sorte très voyante. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les grands discours en public, ce n'est pas quelqu'un qui va se montrer. Au contraire, il va jouer, je dirais, davantage sur la discrétion, sur la distance, sur une part de mystère. Et de ce point de vue, il va reprendre et développer cette formule qu'il a très souvent employée, faire vivre le Portugal habituellement, et lui, au fond, se considérer et être considéré comme une espèce de dirigeant, quelque part, lointain mais présent, incorruptible, tout dévoué à la cause de l'État, auquel on ne connaît aucune aventure, rien. C'est quelqu'un qui se veut et qui se montre extrêmement lisse, et qui va cultiver cette image d'austérité, ça c'est très important, et cultiver cette image au fond du professeur qui est, comment dire, au service. Voilà. Alors évidemment, on va voir que la propagande, c'est plus compliqué bien entendu, le personnage est un politique, mais la propagande du régime va en même temps très bien utiliser cette capacité et cette potentialité de Salazar à, au fond, se présenter comme celui qui serait en mesure de fédérer de larges secteurs, disons, de la société portugaise. Alors vous avez dit que c'est un économiste qui est resté 40 ans à la tête du Portugal. Est-ce que finalement il a sorti vraiment le Portugal du marasme économique et lui a permis de s'installer dans la stabilité? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, si on regarde ces 40 ans avec du recul maintenant, est-ce qu'il n'a pas enfermé le Portugal, il ne l'a pas bloqué dans son développement économique? Alors, on pourrait effectivement très longuement en discuter et poser effectivement la question du retard pris par le Portugal, dans la mesure où effectivement Salazar n'a jamais véritablement souhaité prendre véritablement des risques, en particulier en matière d'investissement et en matière d'endettement. Cela étant, il faut, je crois, remettre les choses en perspective et avoir aussi à l'esprit ce qu'en pensent les contemporains, notamment les étrangers et notamment les Français. Ouais, et pas tous salazaristes d'ailleurs, mais qui vont aller faire le voyage du Portugal. Et qui vont constater que ce pays dont on parlait très peu à la fin des années 20, eh bien d'abord retrouve une certaine stabilité. Cette stabilité, elle est saluée par les contemporains, et cette stabilité, elle est une stabilité en particulier
économique et financière. Et dans la crise économique des années 30, ce petit pays réussit à plus ou moins rester ou se tenir à l'écart. Hein, à l'écart, alors plus ou moins, mais des soubresauts de la crise économique, c'est difficile, de la guerre d'Espagne. N'oublions pas que le Portugal, même si le Portugal salazariste soutient plutôt le camp national, mais Salazar est en même temps très jaloux de la souveraineté de son pays. N'oublions pas non plus le lien très particulier, très étroit, qui unit le Portugal à la Grande-Bretagne. C'est absolument fondamental. C'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire, ça permet de comprendre la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est absolument fondamental. Et j'ajouterais aussi la capacité de Salazar à passer le cap de cette Seconde Guerre mondiale, à rebondir remarquablement à l'époque de la guerre froide, pour ensuite incarner, et ce sera, je dirais, le dernier stade de son règne, si je puis dire, incarner le rôle du défenseur de l'Occident. Et je dirais que c'est celui-là véritablement qui a été célébré dans les années 60, au moment de la guerre d'Algérie, par toute une partie des droites nationalistes françaises. Mais le sage défendant l'Occident, c'est la fin du parcours. N'oublions pas au départ, hein, ce personnage, au fond, considéré comme un dirigeant en mesure d'être un expert, etc., et qui fascine, y compris un certain nombre d'économistes français ou de journalistes économiques, en particulier Émile Schreiber, hein, le père de Jean-Jacques Servan-Schreiber, etc., qui va faire le voyage de Lisbonne. Et ce type de journaliste à l'époque était allé voir Mussolini, était allé voir un certain nombre d'autres dirigeants. Il y avait on n'avait pas Internet, mais on avait un certain nombre de reporters qui allaient passer un temps certain dans les pays. Et il était revenu assez séduit par Salazar. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il mettait en avant justement cette dimension économique, le service statistique du Portugal qu'il jugeait supérieur à celui de la France, etc., etc. Quelque chose, évidemment, quand on n'est pas allé voir les sources, on ne l'imagine pas, et je dois dire que je n'imaginais pas tout cela avant de travailler véritablement le sujet que Salazar ait pu avoir, si vous voulez, au début des années 30, chez un certain nombre de modernisateurs français, l'image de quelqu'un qui était en train de moderniser le Portugal, et de lui redonner une stabilité économique et financière. Car évidemment, moi j'étais plutôt parti de l'image du sage de l'Occident. Du sage de l'Occident, du traditionnaliste, voilà, de cette figure un peu absolument, mais ce qui n'est pas forcément incompatible, oui, mais voilà, la chronologie en histoire est toujours très importante. Vous avez parlé des sources, vous avez pu avoir accès donc aux sources portugaises de la présidence de Salazar. Tout à fait. Et ce qui nous permet justement dans ce livre de bénéficier de... Tout à fait. Alors nous avons travaillé en fait sur plusieurs types de sources. On a travaillé bien entendu sur tout ce qui concerne les récits de voyage et les récits d'entretien avec Salazar, notamment des Français. Pas uniquement que des salazaristes, bien entendu, car il a invité beaucoup de monde. On a travaillé sur la presse française, et nombre d'articles ont pu être consacrés à Salazar, hein, notamment dans l'entre-deux-guerres, mais après, y compris dans le Jour de France, etc. Avec, pas tout à fait non, mais avec Bénouville, Dassault, tout ça, bon. Et puis on a surtout, comme vous le disiez, travaillé sur la correspondance de Salazar. Les archives de Salazar sont extrêmement riches. Elle se trouve à Lisbonne, à Torre do Tombo, et il y a des cartons entiers consacrés à la correspondance étrangère, pays par pays, et nous avons effectivement travaillé sur l'ensemble de la correspondance que Salazar a entretenue avec un certain nombre de Français. Mais nous avons aussi travaillé sur d'autres archives portugaises, celles du grand ordonnateur de la propagande salazariste, à savoir Antonio Ferro. Justement, dont je voulais que vous nous parliez, parce que c'est lui, enfin c'est l'une des figures que l'on découvre dans ce livre. Autant Salazar, je veux dire, j'avais une idée de qui il était, j'ai lu quelques ouvrages qui lui ont été consacrés, ou quelques ouvrages qui ont été traduits en français, où il exprime sa pensée politique, mais s'il y a bien un personnage que je ne connaissais pas, c'est cet Antonio Ferro, et on s'aperçoit que si on fait le voyage, enfin en lisant votre livre, on s'aperçoit que si on fait le voyage de France au Portugal, en gros entre les années 30 et les années 60, tout ça n'arrive quand même pas tout à fait par hasard, et tout simplement parce qu'on serait des admirateurs d'un homme qui est à la tête d'un petit État qui normalement ne devrait pas attirer plus que ça les Français,
il y a vraiment une mise en œuvre qui est mise en Qui est place, délibérée. qui est délibérée, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet Antonio Ferro? Alors, le personnage, effectivement, est tout à fait passionnant. Il y a Antonio, il y a aussi sa femme. C'est un couple. Parlons du coup. Voilà, c'est vrai, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Non, mais c'est vrai, mais en l'occurrence, c'est quand même lui qui compte, mais elle aussi. En ce sens que c'est aussi une femme de lettres. Alors, qui est ce personnage d'Antonio Fer? C'est quelqu'un qui, au départ, vient des avant-gardes. Ça, c'est très important. Mais comme un autre intellectuel portugais qui était au même Cristo, comme d'autres figures avant-gardistes qu'on va retrouver dans le fascisme en Italie, comme Marinetti et d'autres. Et Antonio Fer, avant la guerre et au lendemain du premier conflit mondial, surtout, en tant que figure de l'avant-garde portugaise, a déjà un carnet d'adresses tout à fait conséquent. À l'extérieur du Portugal, il voyage, avec son épouse évidemment, il voyage, expositions, articles, etc. Et ce carnet d'adresses, évidemment, il va lui servir par la suite. Car le personnage d'Antonio Fer, venu de l'avant-garde, va évoluer politiquement, va être marqué par les troubles du Portugal dont je parlais, et va, comme un certain nombre d'hommes d'ailleurs de sa génération, progressivement se rallier à la figure de Salazar. Et se ralliant à la figure de Salazar, il va devenir véritablement l'homme de la propagande de Salazar. Homme de la propagande de Salazar au Portugal, ça c'est un premier élément fondamental. C'est lui qui va présenter Salazar, on pourra y revenir, au peuple portugais, véritablement. Ils le connaissent évidemment, mais le premier ouvrage d'entretien qu'il va faire avec Salazar va être massivement diffusé au Portugal, on est en 1932, et ensuite c'est cet ouvrage qui va être traduit en France, mais pas seulement, dans d'autres pays à l'étranger, avec notamment en France une préface, excusez du peu, de Paul Valéry. Effectivement. Et oui. Et à partir de là, Antonio Fer va tout faire pour permettre à un certain nombre de Français, d'intellectuels français, de venir au Portugal, rencontrer Salazar, et ça va évidemment déboucher sur toute une série de portraits. On va se mettre à parler du Portugal dans la presse française, mais d'ailleurs pas seulement. Je pense que ce que nous avons fait comme travail pourrait être fait aussi en Grande-Bretagne, en Belgique et ailleurs. Absolument. Alors c'est ce grand maître de la propagande, quel personnage présente-t-il au peuple portugais d'abord? Alors, vous avez raison de dire au peuple portugais, parce que c'est pas tout à fait la même présentation. Les deux livres, le livre portugais et l'édition française, ne sont pas les mêmes. Je prends deux petits exemples très révélateurs. La photo qui orne le livre portugais nous montre un Salazar habillé à la mode portugaise de l'époque, qui serait en France avec un chapeau considéré comme très provincial. Ce n'est pas les photos qu'on va diffuser à l'étranger. C'est un premier point. Et deuxième élément, ce que fait Antonio Fer, c'est que au lieu d'organiser, au fond, un livre d'entretien avec Salazar, où ils auraient été comme nous sommes là, c'est-à-dire face à face, ou dans le bureau du dirigeant, Fer posant des questions et Salazar y répondant, il va mettre en scène les choses. Il y a une partie évidemment des entretiens qui se déroulent assis, mais ils vont se promener en voiture, etc., etc. Il va donner à son récit toute une dynamique, lui introduire une incontestable fluidité. C'est un livre qui a été très écrit, relu et annoté de bout en bout par Salazar, qui surveillait les choses, parce que Antonio Fer, c'est l'homme de la propagande, mais celui qui contrôle véritablement sa communication et qui donne vraiment le label final, hein, l'imprimature, voilà, absolument, c'est bien entendu Salazar, mais de ce point de vue, Salazar, si vous voulez, représenté par Antonio Fer, est considéré, d'abord l'homme est jeune à l'époque, hein, est considéré au fond comme un dirigeant que les Portugais n'en ont jamais connu. Discret, mais avec effectivement cette capacité pour lui d'aborder à travers ce livre toute une série de dossiers, l'économie bien sûr, comment il est censé avoir rétabli le Portugal, les finances, etc. Et puis ensuite il délivre évidemment tous ses projets, hein, tous ses projets intérieurs, extérieurs, etc.,
en jouant, et là aussi sur l'inscription dans l'histoire portugaise, au fond, qui est Salazar pour Antonio Fer et pour la propagande de l'époque, c'est au fond, quelque part, une résurrection en quelque sorte de la figure d'Henri le Navigateur. De ce point de vue, il y a un jeu propagandiste extrêmement intéressant. Hein. Salazar n'est pas encore le sage de l'Occident, mais il est en même temps très soucieux d'affirmer la grandeur atlantique du Portugal. C'est pour lui quelque chose de tout à fait fondamental. Donc il renoue évidemment avec Camões, les Lusíadas, etc., la figure d'Henri le Navigateur. Et au fond, ce régime portugais, cet État portugais qui avait connu toutes les difficultés que nous évoquions, eh bien, serait en mesure, grâce à ce nouveau dirigeant, de renouer avec un passé glorieux. Et là, de ce point de vue, évidemment, la figure d'Henri le Navigateur est fort logiquement sollicitée, et c'est d'ailleurs à la fin des années 30 que le Portugal va organiser, enfin que Lisbonne va organiser une très grande exposition qui va considérablement marquer les contemporains sur cette figure et sur les conquêtes portugaises. En vous entendant parler de mise en scène de Salazar qui est faite dans le livre d'entretien à destination du peuple portugais, j'avais envie de faire un parallèle et de sauter un peu les années et de vous entendre parler du livre d'une Française cette fois-ci, Christiane Garnier si je ne me trompe pas, Vacances avec Salazar, qui est un titre qui est vu aujourd'hui tout à fait surprenant et dont on a l'impression que c'est pardonnez-moi le terme, une pipolisation de cet homme dont justement la propagande nous fait passer pour un homme austère, silencieux, lointain, discret, qui est entré en politique comme on entre en religion, pour reprendre la phrase de Maurras. Et Christiane Garnier le met en scène, si je ne me trompe pas, comme un être très proche. Et vous avez dans ce livre, j'aimerais citer, mais je crains qu'on n'ait pas le temps, mais une lettre d'Antonio Fer à Christiane Garnier, et en vous entendant, je me dis qu'il a effectivement du mal à lâcher son personnage, enfin son produit, je ne sais pas comment dire. Non, mais tout à fait. Il y a quelque chose de... Est-ce que vous pouvez établir un parallèle entre les deux? Absolument, parce qu'en fait... Même si les années 60, là. Là, on est dans les années 50. 50, pardon. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que on sort de la guerre. Bon... Le régime portugais, évidemment, dans le contexte de l'après-guerre, n'est pas mis du tout sur la sellette à l'intérieur, mais tout pourrait arriver, sauf que la guerre froide intervient assez vite, et que, et ça c'est très important, on ne peut plus refaire en 1950 le même livre que celui qu'avait fait Antonio Fer. C'est absolument impossible. Le contexte a complètement changé. Reparler à ce moment-là très longuement du corporatisme, de l'État fort, etc., c'est plus délicat. Et l'idée, effectivement, et là Antonio Fer est évacué du processus, parce que lui, entre-temps, il a été nommé ambassadeur à Berne, où il s'ennuie, il s'ennuie terriblement, et appel est fait à Christine Garnier. Alors, Christine Garnier, c'est tout à fait intéressant. Où est-ce que vous pouvez la situer? Voilà, alors c'est une jeune romancière qui travaille pour Grasset, c'est un élément important, et qui finalement va se retrouver dans la position d'interroger Salazar, mais quand on regarde le livre, évidemment, on se demande qui interroge qui. C'est-à-dire que, bon, dans ce livre, la couverture est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que Salazar est évidemment avec son costume habituel, mais il a un regard un peu plus patelin que celui qu'il pouvait avoir dans les années 30. Et quant à Christine Garnier, elle est habillée à la portugaise, charmante, et j'ajouterais aussi que dans ce livre, pour la première fois, ont été introduits un certain nombre d'éléments de la vie privée de Salazar, notamment des entretiens qui ont lieu dans la quinta de Salazar, sa petite maison de campagne, modeste, nous explique Christine Garnier. C'est vrai que ça n'a absolument rien d'extraordinaire, mais là, on pénètre dans l'intimité du grand homme. Et ce qu'il est important de noter,
c'est que ce livre, au fond, et vous parliez de pipolisation, pourquoi pas, enfin, je veux dire que rapporté à ce qui se fait ailleurs, c'est assez novateur. Ce livre, en réalité, humanise la figure du dictateur portugais et, au fond, fait de lui quelqu'un qui va pouvoir développer son argumentaire avec, évidemment, une actualisation. On est dans le contexte de la guerre froide, etc. Mais avec cette touche effectivement féminine qu'apporte Christine Garnier, et j'ajouterais qu'interviennent aussi dans le tableau un certain nombre de petites filles dont s'occupe Salazar, etc. Oui, c'est très surprenant. Voilà, on a l'impression, si vous voulez, d'un personnage, alors qui évidemment n'est pas marié, n'a pas d'enfant, mais est en même temps parfaitement capable de s'occuper de la petite Mika, de ses devoirs, etc. Il y a tout un... Et encore une fois, là, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans la construction et dans l'humanisation d'un personnage. La presse française, d'ailleurs, relaie ce livre, y compris Le Monde, etc. Ils en font des comptes rendus, c'est tout à fait intéressant. Il y a un certain succès de Salazar qui revient même en France par ce type, qui va revenir aussi par une presse un peu grand public. Et au Portugal, le livre a été également très diffusé. J'ajoute que si nos téléspectateurs veulent entendre Christine Garnier, ils peuvent le faire sur Internet parce qu'elle avait été interrogée par Jacques Chancel oui, dans sa radioscopie. Alors là, elle dit qu'elle ne se rappelle plus vraiment, je pense qu'elle se rappelait quand même très bien, qui manipule qui. Bon, parce qu'après on a évidemment... C'est un grand jeu de manipulation. Voilà, oui, mais il y a, je pense qu'elle est tout à fait flattée. Parce qu'on n'a pas travaillé ça, mais il y aura tout un travail à faire sur les lettres féminines adressées à Salazar. Il y en a énormément. Le personnage attire, séduit, fascine, comme tous les dirigeants politiques d'ailleurs. D'autant plus qu'il est officiellement qu'il est célibataire. Voilà. Et puis, donc elle est flattée, il la met évidemment aussi en valeur. Et les photos qui figurent à l'intérieur de ce livre sont également elles-mêmes très intéressantes parce que là aussi, il y a un travail sur l'image qui n'existait pas dans la production effectivement des années 30. Donc il y a une capacité, si vous voulez, à s'adapter en quelque sorte à la communication politique qui, je dois dire, m'a beaucoup surpris en préparant ce livre. Et qui a quelque chose de très moderne, en fait, justement, dans cette adaptation et de ce changement de registre. Je reviens à votre question par rapport à Antonio Fer, qui n'est évidemment pas satisfait. Il n'est pas satisfait, oui, de la correspondance, parce que d'abord, elle lui a pris sa place. Et deuxièmement, évidemment, on est dans un registre moins sérieux que celui des années 30, mais en même temps, Salazar a parfetement senti qu'il ne pouvait plus, évidemment, tenir les discours qu'il tenait quelques années plus tôt. Mais dans la lettre de Fer, il y a cette idée qui est quand même assez étonnante, dans cette lettre à Christine Garnier, il y a cette idée quand même étonnante que, quoi qu'elle ait pu approcher le Salazar, en faire sentir une part d'humanité, justement, Salazar restera de toute façon inatteignable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment connaître. Ce qui, à mon avis, n'est pas faux. Et ça tient à quoi ça tient au fait que Fer ne veut pas lâcher le morceau. Pardon pour le morceau. Non, bien sûr. Non. Ou la personne même de Salazar qui s'est constituée une si vous voulez, carapace. Vous avez tout à fait raison. Antonio Fer ne supporte pas que ce qu'il a pu créer passe dans les mains d'une Christine Garnier. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'il y a autre chose qui renvoie à la personnalité même de Salazar. Un homme extrêmement méfiant, qui contrôle tout. Enfin, vraiment, c'est très, très intéressant à voir, et qui reste constamment le maître du jeu. Et là où on s'en rend très bien compte, c'est dans sa relation avec, j'allais dire, le troisième acteur qui va jouer un rôle important dans sa relation avec la France, qui est le fameux Jacques Ploncart-d'Assac. Car on a toute la correspondance entre Ploncart-d'Assac et Salazar, et on voit très bien à quel point Ploncart-d'Assac a eu du mal à se faire reconnaître de Salazar, et lorsqu'il en obtient un certain nombre de choses, notamment pour faire la voix de l'Occident, etc., c'est toujours Salazar qui donne le ton.
Alors, je vous propose qu'on revienne sur Oui. Pont Cardassac, parce que Pont Cardassac, Bien sûr. finalement, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Avant la Seconde Guerre mondiale, dans ces années 30, émerge en quelque sorte, vous me dites si je me trompe, hein, émerge la figure de Salazar auprès du grand public français. Vous avez notamment dans ce livre, enfin vous les deux auteurs, mis en avant, je ne sais pas si c'est mis en avant, mais vous parlez notamment d'un journal qui est le Petit Journal, Oui. Qui selon vous est quand même un instrument. Absolument. Et quel rôle a-t-il joué ce Petit Journal? Alors ce Petit Journal, bon, c'est un journal très ancien en France. Oui, dans voilà. sa version Voilà, dans sa version PSF. Parti social français, racheté par la ROC. Hein. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pratiquement jusqu'à la guerre d'Éthiopie et la guerre d'Espagne, mais la guerre d'Éthiopie déjà, Salazar et Antonio Fer réussissent à faire venir au Portugal tout ce que la France compte comme gratin d'intellectuels. Ça va de Mauriac, Jules Romain, Duhamel, on ne va pas faire toute la liste, on pourrait y passer un long moment. Et on a même un document cinématographique tout à fait fascinant, pris à Nazaré, sur la plage de Nazaré, où on les voit tous, Mauriac et autres, en train de regarder les pêcheurs. Qui ne sont pas tous des réactionnaires, des non, tenants mais de l'action qui sont française. en même temps intéressés par Salazar, encore une fois, parce que, pour reprendre le titre célèbre qu'il publie en France, c'est une révolution dans la paix, entre guillemets. Oui, bien sûr. Avec aussi cette dimension catholique, corporatiste, qui est tout à fait dans l'air du temps, en 33, 34, 35. Et sur Mauriac, n'oublions pas non plus que Mauriac va évoluer, mais qu'au début de la guerre civile, on ne peut pas dire que Mauriac soit franchement du côté républicain. Il faut quand même relire ces textes dans la chronologie. Bon. Cela étant, l'affaire éthiopienne, évidemment, va compliquer un peu les choses, et avec la montée du Front populaire, un certain nombre d'écrivains ne veulent plus être forcément associés à Salazar, et quand Fer leur demande de faire des articles, etc., ils sont à ce moment-là plus réservés. Et dans la deuxième moitié des années 30, effectivement, on a d'une part l'Action française qui est salazariste de façon extrêmement nette, avec Henri Massy, Maurras en particulier, mais le Petit Journal de la ROC joue effectivement un rôle tout à fait essentiel. Et c'est quand même piquant d'observer, et là c'est du point de vue français, la véritable haine que se vouent les hommes du PSF, la ROC et les dirigeants de l'Action française sur la scène politique française, communiant, et j'emploie le terme à dessein, l'un et l'autre dans la défense de Salazar. Ils sont réunis en fait. C'est tout à fait intéressant. Voilà, c'est très intéressant à observer. Hein. Très très intéressant à observer. Et de ce point de vue, évidemment, le Petit Journal, la ROC, le PSF, je rappelle que le PSF, c'est à l'époque, c'est devenu le premier parti de France. Hein. On lui attribue, on a dit souvent 800 000, donc il y a un 10 million, c'est sans doute le parti politique devant le Parti communiste. Oui, ce qui est énorme. Qui a eu le plus d'adhérents en France. Bon, tout ça a été brisé évidemment par 40, mais voilà. Donc il y a effectivement un rayonnement important de Salazar, nourri aussi par des publications régulières de sa part, d'ouvrages, préfacés évidemment par des figures importantes. Hein. J'ai parlé de Paul Valéry, il y a Maurice Maeterlinck, etc. Il y a quand même véritablement un travail éditorial de fait pour rendre au fond cette figure, accessible à un lectorat français de droite qui, évidemment Hitler non, Mussolini, Franco, il y a la guerre d'Espagne, et Salazar, et même la gauche, on a regardé ce qu'il en était du côté du populaire, etc., peine, il faut finir par le faire, mais peine en même temps à amalgamer à ce moment-là Salazar aux autres dictateurs, parce qu'évidemment, le parti unique n'existe pas du tout sous cette forme-là, il n'y a pas de mobilisation de masse comme on le voit ailleurs, il n'y a pas de bruit de bottes, il y a eu un fascisme portugais avec les chemises bleues, mais Salazar les a mis de côté, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur du régime, il compose, y compris même avec la franc-maçonnerie, tout en prenant une loi antimaçonnique. C'est un personnage, pour le coup, extrêmement habile, qui contrôle la situation, qui s'accommode des monarchismes, mais il n'est pas question pour les rétablir la monarchie. L'Église,
oui, mais voilà, donc il y a un jeu... Il y a son lien avec le cardinal. Bien sûr, non, mais Prima. bien sûr, mais c'est quelqu'un qui compose avec les différents groupes sociaux, c'est au fond... Les élites, il les connaît, il en est issu, non pas par origine familiale, mais parce qu'il est devenu, et il a cette capacité, cette aptitude, au fond, à se rendre indispensable, incontournable, et ça a duré. Quel rôle a joué Massis, dont vous parliez, Massis, donc proche de Maurras, directeur ou rédacteur en chef, je ne sais plus, de la revue universelle. Quel rôle a-t-il joué dans cette... Et Massis qui va mourir après la guerre, donc... Il meurt en 70. En 70, comme Salazar. Oui. Quel rôle va-t-il jouer dans... Enfin, est-ce qu'il va jouer un rôle d'abord? Ah oui. D'abord, il joue un rôle, Massis, je dirais à titre personnel, parce qu'effectivement, il est le rédacteur en chef de la revue universelle, mais il est aussi le promoteur de manifestes qui ont été des manifestes très importants. 1919 pour un parti de l'intelligence, 1935, le manifeste pour la défense de la civilisation, entre guillemets, au moment de l'affaire éthiopienne. Et Massis est, lui qui a formé la génération de la jeune droite, les Brasillac, Montligny, etc., n'est pas du tout tenté, c'est le moins qu'on puisse dire, par le fascisme de la jeune équipe de Je suis partout. Et Massis est, du début à la fin, un admirateur convaincu de Salazar. Et il a fait un certain nombre de voyages au Portugal, il en a retiré un certain nombre de titres et d'ouvrages. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment le portrait de Salazar progressivement se développe tout au long de cette production. Il le rencontre effectivement pendant l'entre-deux-guerres, il va le rencontrer avant la mort de Maurras, refaire le voyage de Lisbonne, il le rencontrera encore, et les trois, d'ailleurs tout a été réuni dans un livre qui s'appelait Salazar face à face, mais avant les textes avaient été évidemment publiés, et on voit très bien quand Massis publie avant la Seconde Guerre mondiale un livre qui s'appelle Les Chefs, bon, il n'a pas rencontré tous les dirigeants dont il parle, mais il a en particulier rencontré Salazar. Il n'a pas tout écrit non plus dans Chef. Si, dans Chef, oui, c'est les dictateurs de Bainville. Ah oui, c'est les dictateurs de Bainville. Les dictateurs de Bainville, où effectivement l'état de Bainville ne lui permettait pas, ne lui a pas permis de finir ce livre. Mais dans Chef, on voit très bien, assez vite, à qui va la sympathie d'Henri Massis. Il n'y a pas de discussion possible. Oui. C'est vraiment la figure de Salazar qui compte. Et Massis, c'est important parce que il a été... avant la guerre de 14, un Barrésien, rallié à l'Action française. Il a été, je vous le disais, un peu le maître à penser de la génération de la jeune droite des années 30. Et donc, il va ensuite devenir une des figures importantes de la Maison de Plomb. Et donc, il est véritablement au cœur de cette histoire d'une droite intellectuelle française, et ce, jusqu'à la guerre d'Algérie inclus, avec son élection à l'Académie française, que Salazar suit en direct depuis Lisbonne. Ah, effectivement, donc il y a vraiment une proximité. Oui, on a de la correspondance, oui, il suit ça d'extrêmement près. Parce que, si vous voulez, il y a un certain nombre d'amis de Salazar, c'est un d'amis. Je dis que c'était un personnage distant, mais quand même, Massis, le colonel Rémy, dont je vous ferai parler, évidemment. Non, voilà, le colonel Rémy, Bénouville, voilà, on va y revenir. Passons du côté de Salazar, parce que là on parle des Français, mais passons du côté de Salazar et son regard sur un personnage central de cette mouvance au sens large qu'est la droite, qui est Charles Maurras. Le regard, si j'ai bien compris, de Salazar sur Maurras, c'est à la fois de l'admiration et le fait qu'il estime que Maurras est un magnifique théoricien, mais n'a jamais exercé le pouvoir. Sous-entendu, moi je l'exerce. Oui. Si je traduis bien, c'est... Je crois que vous avez résumé les choses un peu brutalement, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire... Mais admiration quand même. Ah oui, non, ça, absolument, incontestablement. Admiration... alors, pour Maurras, bien sûr, mais Salazar, quand il va préfacer Le Portugal et nous, puis ensuite ses discours, etc., adapte évidemment ses préfaces à son lectorat français, les relit, et redit toute la dette qu'il a
par rapport à un certain nombre d'intellectuels français, d'universitaires français, donc juristes, économistes, etc. Donc on retrouve aussi la Tour du Pin, enfin il y a tout un, le Play, la Tour du Pin, tout un panthéon salazariste, et évidemment, Maurras fait partie du Panthéon. Et à chaque fois que Massy et Salazar se sont rencontrés, ils ont bien entendu traité de la question de Maurras, et Massy arrivait toujours avec une lettre de Maurras, etc., etc. Donc une admiration certaine, mais comme vous l'avez dit, pour le Maurras théoricien politique. L'écrivain, je ne suis pas sûr qu'il le connaisse. Bon, Salazar parlait très bien français, le lisait tout à fait remarquablement, c'est un élément très important. Et on le voit, oui, dans ses correspondances, c'est tout à fait clair, il n'a pas besoin de la moindre traduction, si vous voulez, il est tout à fait bilingue. Donc, mais ce qui l'intéresse effectivement dans Maurras, c'est le théoricien politique. En revanche, effectivement, j'allais dire la fierté et l'identité de Salazar, c'est que lui est aux affaires, et qu'il a le poids du pouvoir, et que, évidemment, se tenir à des schémas théoriques l'intéresse, je dirais, sur le plan de la spéculation intellectuelle, mais si Salazar ne peut pas être considéré au fond comme un homme d'action, ce n'est pas quelqu'un, effectivement, qui serait un homme d'action au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est en même temps, donc, le chef du gouvernement, un homme d'État qui est un véritable politique, C'est un animal politique de haut vol, ce qui explique aussi sa longévité. Hein. Qui est assez extraordinaire. Oui, parce qu'il y a bien sûr, on peut dire, c'est une dictature, etc., ce qui est tout à fait vrai. Il y a même une police politique, la pile, etc. Bien sûr, mais ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire par là que pas de rivalité à l'intérieur de l'Echtadnov, pas de personnalité susceptible de lui faire de l'ombre. Ce qui d'ailleurs, par la suite évidemment, permet de poser le problème de la succession. Bon, même si cette succession, elle est intervenue en 68 dans des conditions qui n'étaient pas prévues, puisque en fait Salazar a fait une congestion cérébrale et en réalité meurt en 70, vous l'avez très bien rappelé, mais à partir de 1968, oui, il n'est plus à même de vraiment gouverner. Ah, mais il ne gouverne plus du tout, hein, il en est incapable. Après la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un personnage français qui n'est pas Maurras, mais qui est un de ses disciples, qui est Jacques Poncardassa, qui s'installe au Portugal. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, il y a aussi des gens comme Jean Haupt qui sont là. Quel rôle jouent ces Français qui sont au Portugal et qui sont en lien, des liens peut-être différents, avec le président Salazar? Alors, Haupt y est depuis un peu plus longtemps. Ils ont en commun, Haupt et Ploncard-Dassac, d'avoir été, Action française en particulier pour Ploncard-Dassac à l'origine, et puis très lié à l'État français bien entendu, et notamment pour Ploncard-Dassac à sa politique antimaçonnique, etc. Donc, Haupt était déjà sur place, Ploncard-Dassac arrive au Portugal après la guerre, s'installe, obtient la possibilité de rester. Ils sont à l'origine dans des situations différentes. Haupt est un lusophone, et donc va être traducteur de Salazar, et va même d'ailleurs écrire un certain nombre de textes sur l'enseignement du portugais, enfin du français, enfin, etc., portugais, voilà. Donc c'est le traducteur, si vous voulez, c'est le français qui traduit. Ensuite, Haupt va s'occuper d'une revue dans les années 60 qui va s'appeler la Revue Découverte, mais c'est la deuxième partie de sa carrière. Ploncard-Dassac, quand il arrive au Portugal, mais évidemment il ne connaît pas Salazar, il va commencer à fréquenter le comte de Paris, qui est sur place, et il va chercher tout au long des années 50 à se faire apprécier du dirigeant portugais. Il commence effectivement dans une carrière de journaliste, et puis progressivement il écrit à Salazar pour le remercier, il lui écrit régulièrement « J'aimerais vous voir », alors là des lettres pleines à la fois d'admiration et de flagornerie, quand même, dans certains cas, avoir votre opinion sur les questions internationales, vous êtes tellement important, etc., etc. Et pendant plusieurs années, finalement, Salazar répond, reçoit, mais enfin, il se voit une fois par an, si vous voulez. C'est très... voilà, il y a des lettres que Salazar ne répond pas directement, il finit par les répondre, etc. Et puis arrivent les affaires de Goa, donc, qui mettent en jeu la décolonisation vue du Portugal, c'est Goa. Et ensuite, ça va être évidemment
l'Algérie, mais l'Algérie n'intéresse pas Salazar en soi. En tant que tel, oui. En revanche, évidemment, comme tout ça va être concomitant d'une affaire qui avait mis en cause l'État portugais, qui était l'affaire de la Santa Maria, là ça a été une affaire compliquée parce que un navire portugais avait été détourné par un personnage, Calvard, qui était un ancien d'ailleurs salazariste, qui s'était retourné. Bon, là, le Portugal est pointé du doigt par la société internationale, etc. Donc, Foncarassa dit, mais je peux éventuellement vous aider. Et puis, il va évidemment y avoir ensuite le début des guerres en Afrique. Et Ploncard-Dassac va réussir à convaincre Salazar de l'intérêt qu'il y aurait pour lui et pour le Portugal, d'une part, à ce qu'il défende la cause de Salazar en France. Alors comment peut-il la défendre? Il va pouvoir la défendre par un certain nombre de contacts dans la presse. Alors, bien sûr, toute la presse d'extrême droite de l'époque, Aspect de la France, les Maurassiens d'Aspect, etc. Mais plus curieusement, et ça j'avoue que je l'ai appris moi dans les archives, par le biais de Jour de France, puisque Ploncard-Dassac est très lié à Guylain de Bénouville. Alors peut-être que pour les téléspectateurs, faut-il rappeler ce qu'était Jour de France et Guylain de Bénouville. Alors Jour de France, en deux mots, j'espère qu'on ne va pas avoir d'ennui, mais c'était un peu, enfin c'était l'équivalent d'un Paris Match, voilà. D'ailleurs pendant longtemps, oui, c'était deux grands concurrents. Deux grands concurrents pendant les années 70 en particulier. Jour de France, propriété de Marcel Dassault, et Guylain de Bénouville, qui est Action française, résistant de choc, très beau livre, Le sacrifice du matin, très proche du général de Gaulle, député pendant des années du 12e arrondissement à Paris, mais, et ça je l'ai appris, très lié à Ploncard-Dassac depuis leur année de jeunesse. Alors que tout aurait dû, à part l'Action française, tout aurait dû les... Absolument. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, et là on a reconstitué, grâce aux archives d'ailleurs, hein, la façon dont s'organise l'entretien dans Jour de France par Guylain de Bénouville via le truchement de Ploncard-Dassac, et comment en réalité, je passe vite, mais l'entretien a comme objectif avoué de la part des partis de valoriser Salazar. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, Guylain de Bénouville reçoit quelques courriers indignés de lecteurs, et il leur répond en mettant en avant ses actes de résistance, etc., etc., etc. Donc il y a un dévouement, une admiration de tous ces gens à l'égard de Salazar, admiration de Guylain de Bénouville, admiration aussi du colonel Rémy. Alors le colonel Rémy, justement, autre grande figure de la résistance, un peu séparé de Gaulle. Oui, alors un peu séparé, un peu séparé de Gaulle après les affaires, effectivement, sur le maréchal Pétain, lorsque Rémy avait voulu, au début des années 50... Rémy, pour les téléspectateurs les plus jeunes, Rémy, c'est Gilbert Renaud. Voilà, c'est Gilbert Renaud, c'est l'auteur d'un livre qui a été un véritable succès considérable, qui était Les Mémoires d'un agent secret de la France libre. Hein. C'est l'agent secret, Rémy. Et Rémy, donc après la guerre, au début des années 50, avait cherché à imposer l'idée d'un rapprochement Pétain de Gaulle sur le thème du glaive et du bouclier. Bon, ça n'avait pas eu les résultats qu'il attendait. Et Rémy s'était installé au Portugal. Il s'était installé à Cascais avec sa famille. De là, il est allé voir Salazar, qui l'avait reçu. Et là, c'est pareil, Rémy a mis au service de Salazar tout ce qu'il pouvait lui apporter. Alors, des relations dans la presse, un soutien, des relations ecclésiastiques, le rôle de Fatima, etc. Oui, c'est important. Voilà, il faudra avoir du temps pour parler. Voilà, absolument. Et puis, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, je dis ça pour l'anecdote, mais Rémy, qui était un homme du cinéma, ne l'oublions pas avant la guerre, eh bien, était très lié avec celui qui s'occupait des sons et lumières à Chambord, et il avait dit quand même à Salazar, ce serait quand même très très bien que le monastère des Hieronymos, lui aussi, soit éclairé comme a pu l'être Chambord, et c'est comme ça, par le truchement de Rémy, que les sons et lumières se sont développés au Portugal, et en plus comme un des enfants de Rémy a épousé... une fille a épousé un Portugais, enfin voilà, il y a eu des liens extrêmement étroits, même quand Rémy est rentré en France au début des années 60. Tous ces Français, en fait,
je parle surtout des Rémy, Bénouville, Ploncardassa, qui sont déjà quand même des parcours très différents, mais Haupt, Maurras, etc. Que cherche-t-il dans le modèle que représente Salazar? Ils cherchent à soutenir un régime qui leur est proche, ou ils espèrent, ce qui n'est pas contradictoire d'ailleurs, qu'une forme de salazarisme puisse naître en France? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils espèrent, enfin, au moins pour Maurras, un salazarisme en France, parce que pour ça, enfin, vous me direz, c'est là le lien d'ailleurs avec Pétain. Dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Non, voilà, le regard de Vichy sur. Et le regard de Maurras sur Pétain, qui est un regard à la fois très laudatif, et en même temps, il n'a jamais été question pour Pétain d'être le monk qui installerait le roi. Et quant à Salazar, le rétablissement de la monarchie n'est pas dans son agenda, comme on dirait aujourd'hui. En revanche, donc, transplanter ça à l'échelle française, ce serait délicat. En revanche, il y a cette conviction de Maurras, et là, il se trompe évidemment pour une part, hein, que Salazar met en œuvre les principes de l'action française. Alors, il y a une part évidemment de vérité. Il est évident, on a parlé de l'admiration qu'avait Salazar pour Maurras comme théoricien, on pourrait pointer un certain nombre de liens entre les Stadtnovres et les principes maurassiens, mais, soyons clairs, attention, le régime salazariste obéit à d'autres logiques et à d'autres, comment dire, nécessités et d'autres volontés aussi, que d'être le décalque des principes maurassiens. Maurras fait partie du panthéon de Salazar, mais il n'est pas tout seul, et encore une fois, Salazar est un dirigeant autonome, qui entend faire ce qu'il fait dans son pays à un moment donné. Mais il y a, à travers le rapport de Maurras à Salazar, une volonté d'admiration, et la volonté au fond de considérer que, finalement, les principes qui n'ont pas pu se développer en France, d'autres les reprennent ailleurs. Et je dirais qu'on a le même constat chez Maurras, d'ailleurs tout à fait étonnant, dans les débuts de Mussolini, où il veut considérer que le fascisme italien, ce serait au fond le décalque du nationalisme français. Rappelant qu'avant la Première Guerre mondiale, les nationalistes italiens, dont un certain nombre ont rallié le fascisme, étaient des disciples de l'Action française. Ce qu'il a simplement oublié, ou voulu oublier, c'est que le congrès national de l'Association nationaliste italienne d'avant 14 avait considéré qu'il fallait s'autonomiser. Et des gens comme Alfredo Rocco avaient dit, bon, Maurras, c'est très très bien, mais il faut qu'on s'autonomise de l'Action française. Et surtout, ils avaient considéré, et ça c'est très important, que l'Action française, finalement, selon eux, était marquée par un certain archaïsme. Et ils voulaient aller plus loin, d'où évidemment ensuite le basculement dans le fascisme. Mais ça, Maurras ne le voit pas. Hein. Il a la volonté, le sentiment, la conviction, enfin c'est mêlé tout ça, hein, que ces idées peuvent s'incarner dans un certain nombre d'individus, et Salazar au premier chef. Est-ce que pour certains soutiens de Salazar en France, parce qu'on a beaucoup parlé des droites, mais dans ces droites, il y a un mélange aussi de convictions politiques et de foi religieuse. C'est-à-dire Oui. qu'il y a, parmi les soutiens de Salazar, en France, il y a des catholiques qui se revendiquent d'abord comme catholiques et qui voient dans le régime de Salazar certainement un modèle d'ordre social chrétien pour Absolument. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais si l'action française, au fond, le maurassisme au sens large, est un peu une colonne vertébrale, alors plus dans sa diversité, dans ses différentes générations, on pourrait parler de Michel Déon, oui. etc. N'oublions pas qu'un certain nombre de secteurs catholiques, vous avez raison, mais aussi conservateurs. La Revue des Deux Mondes est très admiratrice de Salazar. Un certain nombre d'économistes venus de l'ancien néolibéralisme, Louis Baudin, grande figure de la faculté de droit de Paris, est un admirateur de Salazar. Un certain nombre évidemment de catholiques, alors plus ou moins liés à l'Action française, mais quand même pas tant que ça dépend des moments, des gens comme Michel de Saint-Pierre sont des grands admirateurs de Salazar. Et on connaît tout le rôle de Michel de Saint-Pierre, évidemment, pendant les années 60, au moment des nouveaux prêtres, etc. Voilà, au moment du concile. Et il est allé, d'ailleurs, il avait été bloqué en 68 à Lisbonne, Michel de Saint-Pierre, à cause des grèves. Autre personnage qui va
voir Salazar. Alors, il est à l'époque à l'Action française, mais il va, comment dire, il est un peu critique par rapport à Salazar, mais on le retrouve surtout dans des questions religieuses aussi, c'est Pierre Debré. Vous voyez, donc cette dimension effectivement d'un Salazar incarnant un ordre catholique et social chrétien, oui, c'est une donnée qui me paraît tout à fait importante. Et puis quelques évêques, Monseigneur Sourne à Amiens, etc. Juste pour terminer, sur le régime de Salazar lui-même, enfin je parle du régime donc, Salazar n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à partir de 68. Qu'est-ce qui va entraîner finalement la chute de ce régime? Il a duré trop longtemps, c'est la décolonisation, c'est des facteurs d'ordre internationaux ou l'accumulation de tout ça? C'est un ensemble, c'est-à-dire que bon, quand Salazar meurt, bon, rien n'a été véritablement préparé. Lui succède Caetano. Et d'ailleurs, Caetano, c'est un peu particulier parce que Caetano a un parcours, je dirais, plus radical que celui de Salazar sur le plan politique, mais Caetano va chercher à ouvrir effectivement un peu le régime et va chercher un certain nombre de moyens pour durer, retrouvant un certain nombre de soutiens d'ailleurs en France, hein, en publiant notamment un ouvrage chez Fayard, hein, les éditions Fayard ont joué un rôle important là-dessus, simplement ce qui va balayer le régime portugais. Entre autres choses, il y a l'usure, il y a beaucoup d'éléments, il y a la chute, évidemment, les difficultés du franquisme en Espagne, voilà, etc. Et puis, ce que Salazar représentait, Caetano a du mal à l'incarner, mais il y a quand même, je crois que c'est fondamental, les guerres coloniales. Les guerres coloniales, qui étaient, le projet colonial était au cœur du salazarisme. Ça, on ne l'a peut-être pas assez dit. Là, assez dit, c'est au cœur du salazarisme, d'autant que le Portugal considère qu'avec son empire, il peut d'une part être ou rester ou redevenir un phare de l'Occident, et deuxième élément, il faut avoir à l'esprit que le Portugal de Salazar va chercher à reprendre à son compte une thèse qui est celle d'un des intellectuels brésiliens les plus célèbres, Gilberto Frère, le luso-tropicalisme, pour expliquer qu'au fond, eh bien, l'Afrique lusophone pourrait être le nouveau Brésil. Alors, est-ce que Salazar est complètement convaincu par ça? On peut en douter. Il n'en demeure pas moins que c'est le cœur de la propagande portugaise des années 60, sauf qu'au début des années 70, vu le contexte géopolitique, la fin de la décolonisation, etc., le coût que représentent les guerres coloniales, le résultat, c'est la perte effectivement de l'Angola et du Mozambique, avec d'ailleurs un processus de rapatriement comparable à celui qu'on a pu observer en France après 1962. En termes statistiques, c'est assez comparable. Il y a des retornados au Portugal, des rapatriés, comme on en a eu en France. Olivier Dard, merci beaucoup merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Pour tous les aspects, ils sont nombreux, qu'on n'a pas pu développer ou qu'on n'a même pas abordé, vous venez de le signaler. Je renvoie évidemment vers votre ouvrage, qui est, pour un ouvrage, pardon de ce que je vais dire, mais pour un ouvrage universitaire, il est absolument passionnant. On entre dedans et on apprend énormément de choses, parce qu'on croit connaître Salazar, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce livre s'intitule « Célébrer Salazar en France 1930-1974 », du philo-salazarisme au salazarisme français, et c'est publié aux éditions Peter Lang. Merci beaucoup. Merci à vous.